Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et bien justement notre école telle que l'a rencontrée et racontée la compagnie Esvré dans un spectacle saisissant. C'est du théâtre documenté et documentaire où se mêlent autofiction et quasiment reportage. On en parle avec Stéphane Choucroune, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine autour de l'actualité internationale. Question du jour. Qui a déclaré en 2022 que, je cite, le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Franck Tétard. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour, les signaux qui peuvent nous alerter sur et la façon de prendre en charge les troubles des comportements alimentaires. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Stéphane Choucroune, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, le metteur en scène avec Yann Aclin et l'interprète, et puis il y a aussi toute la formidable compagnie Esvré de notre école, entre parenthèses, Tragicomédie. C'est un spectacle qui vient de tourner pendant plusieurs mois dans toute la France, qu'on peut voir le 13 mars. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de place. Il reste plus de place, mais vous pouvez quand même tenter votre chance. Ouais, voilà, vous y allez vous racheter au noir des places. C'est au Théâtre du Fil de l'Eau à Pantin. Ça vaut la peine de se battre pour le voir. On peut le lire, ceci étant ce texte, vous l'avez publié chez Esque Éditions. C'est un spectacle fourmillant, pétillant, luxuriant qui raconte notre école, du sol au plafond, du primaire au lycée, des élèves aux enseignants en passant par les parents et les personnels de l'éducation, le tout du 15e au 21e siècle. Spectacle dont on peut donc lire le texte qui est tiré d'une enquête participative que vous avez menée pendant 3 ans avec des élèves, des enseignants à l'école primaire, au collège, au lycée. En fait, c'est quand même ça le point de départ de l'histoire. Le point de départ de l'histoire, c'est effectivement... Enfin, j'ai envie de dire que le point de départ, c'est Yann Aclin et moi-même. Donc, couple à la ville comme à la scène. Voilà, on est en couple, on a une fille qui vient de rentrer au lycée, qui est en seconde. Et on essaye de dialoguer avec notre fille à travers nos spectacles, d'une certaine façon. Et donc, on travaille sur... C'est un bon endroit. Voilà, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de garder le lien et de continuer à débattre au quotidien avec elle et d'être en relation avec sa génération. Donc on avait fait un précédent spectacle qu'on avait appelé Notre Histoire, où on lui racontait notre histoire d'altérité, parce que le fait est que Yana est allemande et que je suis juif. Donc on parlait de ça, de la particularité de la mixité de notre couple. Et donc ça, c'était notre premier spectacle. Après, il y a eu d'autres spectacles tout terrain, parce qu'on a à cœur de faire des spectacles qui vont vers les jeunes. Et donc on a beaucoup de spectacles qui vont au lycée, au collège, et même dans l'espace public. Et il nous a paru essentiel de parler de l'école au moment où notre fille allait rentrer au lycée. Alors, autre altérité, Yana, ex-bonne élève, ouais, vous, voilà. Ex-cancre. Alors, ex-bonne élève, vous l'avez dit, elle a grandi en Allemagne, première de la classe, mais dans un contexte qui n'a rien à voir. Elle était dans une école alternative, voilà. Quand même, globalement, ça a l'air sympa, son truc. Oui, complètement. Ouais, comme toutes les écoles alternatives voilà. En Allemagne, avec des mobiliers de couleurs et plein de jeux pédagogie pour apprendre. De projet, interactivité, un tas de choses. Moi, j'étais en banlieue et dans des écoles où on n'a pas envie de rester, en gros, quoi. Ouais. Et donc, c'est peut-être lié à ça. Enfin, le fait que je sois pas forcément un bon élève à cette époque-là a certainement joué de par le contexte dans lequel j'étais. École où vous n'avez pas envie de rester et où vous avez du mal à retourner quand il faut aller mener, vous le racontez, plein de projets dans les écoles, notamment le laboratoire intergénérationnel des bâtisseurs et rêveurs d'école, une série de projets participatifs que vous avez menés sur plein de territoires avec des habitants de tous âges, mais notamment dans les écoles. Alors, ça a été notre prisme, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une grande enquête, une investigation dans plein de territoires et essentiellement, effectivement, dans ce qu'on appelle des REP+, pour être en dialogue avec des élèves, des collégiens, pas trop des primaires, mais plutôt collège, lycée, et aussi dialoguer avec les profs, et être complètement baigné dans le sujet de notre investigation. Et donc, pendant 3 ans, on a été sur tous ces territoires, mais on a aussi fait des projets participatifs qui mêlaient les parents. Et donc, on a fait des podcasts, des vidéos et des projets théâtraux où on mêlait parents, élèves, profs et où on parlait de l'école. On essayait de trouver le moyen de rêver une école différente, en tout cas. Si vous allez voir le spectacle, vous en verrez des traces de tous ces projets parce que je ne peux pas résumer cette scénographie, mais enfin, en gros, il y a quand même des tableaux blancs montés sur roulettes qui font aussi parfois office d'écran dans tous les sens du terme. Ça peut être l'écran, le mur, ça peut être l'écran où on projette des images, ça peut évidemment être le tableau. Vous montrez notamment un projet dans lequel vous invitez des élèves, ils sont au conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, à s'imaginer un futur, s'imaginer une vie. Ça, c'est un premier fil tendu dans tout le spectacle. L'école comme l'endroit qui donne envie de grandir et qui donne envie de peser sur le monde. Et qui permet de s'accaparer en fait les outils d'action, les éléments de langage, une façon d'agir sur le monde et sur son territoire. En l'occurrence, c'était un projet qui s'appelait Passage et qui a duré pendant 3 ans. Et là, en l'occurrence, il y avait aussi des primaires et des sixièmes à Pantin, Aubervilliers, Paris 19e, où on leur a donné les outils de parler et de rêver un territoire différent, notamment à travers un parlement des enfants au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Pourquoi c'est aussi important de construire des récits sur des futurs possibles avec des enfants, et particulièrement avec des enfants en REP+. Il nous semble, nous, en tout cas c'est la raison pour laquelle aussi on fait du théâtre, et c'est comme ça qu'on est venu aussi au théâtre, que la meilleure façon effectivement de résister à une certaine fatalité, à une forme de fatalisme aussi social et sociologique, c'est effectivement de se rêver autre, et voilà, de s'émanciper, notamment à travers l'écriture, le théâtre, le cinéma, et d'où la difficulté aujourd'hui d'encaisser, entre guillemets, les réductions budgétaires. Faire toujours moins, faire toujours plus avec toujours moins. C'est ce que vous dites vers la fin du spectacle. Et c'est ça qui est très troublant dans le fait de jouer ce spectacle aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement une réduction des budgets qui nous affecte directement. Avec, vous dites, un cynisme de l'institution qui sait que finalement, que ce soit du côté de plein d'enseignants, du côté des artistes, on va le faire quand même parce qu'on sait que c'est important. Bien sûr, c'est ça. On a rencontré énormément de gens à travers cette investigation, à travers cette enquête, qui continuent. Quoi qu'il arrive, même s'ils ont beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de moyens. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est aussi un spectacle sur la place des artistes à l'école, sur le rôle de l'éducation artistique et culturelle qui est très malmené, vous venez de le dire. Ça reste quand même de l'ordre du supplément d'âme. Et parfois, vous illustrez aussi les réactions de certains enseignants qui disent c'est sympa aller chercher l'autonomie, la liberté, mais si les fondamentaux ne sont pas là, ça ne sert à rien. Ouais, c'est pas vrai, en fait, il faut tout faire en même temps, c'est ça? Oui, complètement. Il faut faire de la pédagogie de projet. Ça, il y a beaucoup d'institutions, même on a beaucoup travaillé notamment avec la Maison du Geste et de l'Image, qui est un lieu ressource, voilà, tout à fait. Et dès qu'on fait des projets avec des élèves, mais que ça soit les pires, et on raconte aussi ça à travers mon histoire là pour le coup, dans le spectacle. Il y a des élèves qui se réveillent, il y en a toujours des... Et alors vous vous révélez et vous vous réveillez grâce à une prof d'espagnol? Une prof de musique qui avait un accent espagnol, tout à fait. Et elle vous dit... Et elle me dit... Faites-le avec l'accent parce que c'est trop drôle. Stéphane, Esteban, elle vous appelle. Esteban, tu vas jouer dans La Vie parisienne. Voilà. Offenbach. Et là, d'un coup, le chapeau claque, j'ai le premier rôle dans La Vie parisienne, Raoul de Gardefeu en 3e. Et d'un coup... Qu'est-ce qui change dans votre vie à ce moment-là? Là, je suis au centre. Et en plus, tout le monde me valorise et j'ai le sentiment de pouvoir enfin exister à travers cette institution dans laquelle je me suis senti toujours hyper mal et pas du tout à ma place, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je suis pas le seul. Hein. Il y a énormément d'interprètes, il y a énormément de comédiens qui ont ce parcours-là et qui rencontrent le théâtre grâce à l'école. Et c'est moi aussi où vous dites j'ai plus peur. Et ça, c'est quelque chose aussi. Il y a plein de fils tendus pendant tout le spectacle. Mais le fil de la peur en est un. La peur qu'on apprend quasiment dès qu'on arrive à l'école, en primaire. Peur d'être jugé, peur d'être mal noté, peur de ne pas être compris, la trouille. Ça, c'est des données sociologiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est enfant d'immigrés, quand on est un petit peu décalé pour X raisons, on n'ose pas prendre la parole, on n'ose pas prendre la place. C'est toujours des histoires de place. On parle aussi essentiellement de ça dans ce spectacle. On attaque, je crois qu'il ne faut pas 10 minutes pour qu'on parle de Bourdieu, d'ailleurs. C'est énorme. Il y a beaucoup de trames, il y a beaucoup de couches. On va continuer à en parler, à essayer de découvrir certaines de ces couches. Notre école Tragicomédie spectacle qui va encore passer le 13 mars à Pantin, mais surtout guettez les dates s'il est repris la saison prochaine. Et vous pouvez aussi lire le texte, c'est chez Est-ce que Édition. On se retrouve dans quelques instants. Stéphane, pour l'instant, on va tester notre culture G avec Franck Tétard. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, diplômé en relations internationales. Vous enseignez au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous venez de publier le millésime 2025 de ce grand atlas coédité par des éditions Autrement et France Info. La question du jour qui a déclaré en 2022 le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz. Petite idée, Stéphane? Allez-y, n'ayez pas honte. Je dirais Trump. Et voilà, mais alors donc il y avait un piège. Et le piège, c'est parce que vous voyez, l'école, c'est quand même un... Non, vous devriez voir le spectacle de Chocron, il faisait éclat. Et donc 2022,
Ursula von der Leyen, voilà. La présidente de la Commission européenne. Extraordinaire, parce que, et c'est dans un chapitre intitulé « Des guerres pour les métaux » que vous avez écrit bien avant que Donald Trump propose ce fameux deal à Volodymyr Zelensky sur les terres rares. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que la bataille est mondiale autour de ces richesses. Oui, parce qu'avec l'économie du numérique, avec le développement de l'automobile électrique, des nouveaux besoins sont apparus autour de ces ressources plus rares, ou en tout cas qui n'ont pas été encore exploitées, qu'il s'agisse du lithium qu'on trouve principalement en Amérique du Sud, ou des terres rares qui sont aujourd'hui à 70% produites en Chine. Donc à partir de cela, la Commission européenne a commencé à se poser la question comment faire, nous, Européens, pour accéder à ces ressources et a donc listé en 2022 les ressources indispensables à la poursuite du développement européen. Alors il y a le lithium, le palladium. Terres rares. Quand on dit terres rares, d'ailleurs, ça mérite peut-être une petite explication. C'est tout simplement parce que... Ce sont des terres qui contiennent des traces infinitésimales. Voilà, c'est ça, c'est du nanométaux, nano-minerai qui est regroupé, donc on va extraire et qu'on va ensuite recomposer. Voilà, donc c'est pas tellement la terre qui est rare. La terre rare, c'est une expression finalement qui est très trompeuse. Qui est très trompeuse, mais qui décrit évidemment un minerai qu'on trouve de manière résiduelle dans le sous-sol. Voilà, et on peut donner une idée des échelles, puisque les productions annuelles de cobalt ou de lithium ne dépassent pas quelques milliers de tonnes. Contre eux, vous donnez le chiffre du cuivre. 15 tonnes de cuivre. 15 millions, je crois. 15 millions de tonnes de cuivre par an. C'est ça, voilà. Contre quelques milliers. Donc voilà, on est quand même sur des échelles qui sont incommensurables. Et ça augmente la probabilité de déclenchement de conflits. Oui, on en a déjà et on a plein. Et on en a déjà un qui dure depuis des années. C'est celui dans le Kivu, en République démocratique. Du RDC. Exactement. Et parce que ici, là, c'est plutôt du tantal qu'on trouve, mais qui sert dans tous les appareils qu'on a sur nous, et notamment le téléphone portable. C'est un semi-conducteur, c'est un conducteur électrique très, très utilisé. Et du coup, les guerres que nous voyons dans cette région sont largement liées à cette exploitation de tantal. Et le risque, c'est de voir de nouvelles guerres en raison de ces ressources. Vous dites que c'est le nouvel or noir du XXIe siècle, le or noir comme on appelait le pétrole au XIXe et au XXe siècle. Oui, tout à fait. C'est véritablement en raison de notre dépendance aussi bien au lithium pour tout ce qui va être batterie électrique et puis tout ce dont nous avons besoin pour les microprocesseurs qui sont dans les ordinateurs, dans le téléphone portable, dans tout ce qui est électronique. Évidemment, ces besoins sont considérables aujourd'hui. L'ironie de la chose étant qu'on se bat pour des métaux rares, des terres rares, qui sont essentielles pour sauver la planète elle-même. C'est-à-dire que... oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire si je veux faire des panneaux photovoltaïques, si je veux avoir de la voiture électrique, etc., on a besoin de ces métaux rares, oui. Voilà, ce qui est quand même assez dingue. Si on prend un tout petit peu de recul sur les grands mouvements géopolitiques de l'histoire, la question de l'énergie, quelle qu'elle soit, elle a toujours été centrale dans les guerres, dans les affrontements entre les États. Parce qu'on parle aujourd'hui du pétrole, on aurait pu parler hier du charbon. Oui, tout à fait. Donc c'est toujours battu pour... Ça peut être l'enjeu. Alors c'est soit l'enjeu, soit quelquefois c'est le nerf de la guerre. Et on l'a vu notamment avec les diamants en Afrique dans les années 90, où finalement la filière diamant permettait d'alimenter certains conflits, ou même le pétrole dans la guerre en Angola. Donc à chaque fois, la ressource va pouvoir aussi servir au pouvoir qui cherche à dominer un territoire ou qui va s'opposer au pouvoir en place. Et si vous voulez en savoir plus, merci beaucoup Franck, vous vous reportez à ce Grand Atlas 2025. Et zou, vous allez à ce chapitre-là. Coucou, c'est ici. Voilà, formidable. Regardez. Il y a une carte, il y a plein de cartes dans ce guide, elles sont signées Cécile Marin. Merci beaucoup Franck de nous avoir exposé cette situation, cette nouvelle donne géopolitique. Vous êtes, je le rappelle, docteur en géopolitique, diplômé de relations internationales. Vous avez fait un milliard de choses dans la vie, je ne peux pas dire tout à chaque fois. Allez, qu'est-ce que je vais dire? Rappelez que vous avez été co-auteur du Dessous des cartes, la fameuse émission pendant de nombreuses années, et que vous avez un compte Instagram qui s'appelle géopolitique_la_minute, et donc co-autrice de cet atlas, Cécile Marin. On se retrouve demain. La question de demain: comment appelle-t-on les accords qui ont permis la signature en 1978 du premier traité de paix entre Israël et un État arabe? Pour l'instant, grand oral. Stéphane Choucroune, c'est un spectacle, notre école tragicomédie très critique sur le système éducatif, mais dans lequel vous décidez de sauver les enseignants et les autres personnels d'éducation en disant qu'ils feront le job jusqu'à la limite de leurs possibilités finalement. Ah ouais, complètement. Nous, on n'a rencontré que des gens qui avaient encore complètement à cœur de défendre leurs élèves et de faire en sorte
voilà, de les déplacer et de les amener complètement ailleurs. Après, on pouvait pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a des profs qui n'en peuvent plus, qui sont complètement fracassés par... ça, vous leur donnez la parole aussi. Bien sûr, il faut les entendre et c'est presque... c'est leur faire honneur aussi et leur laisser la place aussi et leur... voilà, dire qu'il y a des conditions qui sont trop dures. Dans certains territoires, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de respect et d'écoute pour certains professeurs, il faut le dire. On rit beaucoup pendant le spectacle, c'est bien une tragicomédie. Et alors moi, qui m'ont bien fait rire, c'est tout le langage très euphémisé des enseignants face aux difficultés. Donc à un moment donné, alors quand on arrive, il faut dire les choses, hein, donc on est à l'école primaire, c'est quand même assez sympa, il y a de la couleur, des murs, tout ça est rigolo. Puis alors on arrive au collège, les murs sont blancs et il y a un boucan mais en permanence, ce qui est tout à fait l'expérience qu'on peut faire quand on met les pieds dans un collège. On est toujours frappé quand on n'y a pas été depuis longtemps par le bruit que ça peut faire, le bruit, le mouvement. Et alors là, il y a une séance hyper chahutée et les enseignants échangent après, une belle énergie. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a une belle énergie. C'est vrai qu'ils ont envie. C'est vrai que et le collège, c'est vraiment le passage le plus compliqué dans la scolarité. Et là, pour le coup, on était aux premières loges parce que notre fille, pendant l'écriture du collège, du spectacle, était au collège. Voilà, c'est ça. Allongez-vous, monsieur Chocoun. Et donc, effectivement, les années collège, c'est effroyable. On en a tous, je crois, un souvenir un petit peu compliqué quand même, en termes de positionnement par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à l'avenir, tout ça. Le lycée, généralement, il y a quelque chose qui commence à se réaliser. C'est ce qu'on a essayé de matérialiser dans le troisième acte, qui est en fait un troisième trimestre. Parce que ça fonctionne aussi par trimestre, le spectacle. C'est une année scolaire. Il y a un autre fil tendu tout au long du spectacle, c'est celui de vous en tant que parent, vous l'avez dit, vous confiez votre fille à l'école, ça vous angoisse, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et une des angoisses que vous manifestez, c'est que l'école tue le désir. Qui arrachera l'herbe verte avant qu'elle ait poussé? Ouais. Alors ça, c'est une référence à un texte de Werner Müller, parce que comme vous l'avez dit, Yana est allemande. Et donc elle connaît les dramaturges allemands, elle connaît ses classiques allemands. Tout à fait. Et donc c'est une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait de notre désir? Qu'est-ce qu'on fait de notre capacité à créer et à s'émanciper et à devenir autre à travers l'école? Où on en est de cette possibilité-là? Est-ce que l'émancipation culturelle, c'est encore possible? Voilà, et est-ce que c'est un discours seulement audible aujourd'hui? On est en discours à la fois de l'efficacité, mais aussi de l'urgence, parce que finalement, quand vous faites dire à des enseignantes et à des enseignants il faudrait que les fondamentaux soient là, ils n'ont pas tort non plus. Bien sûr. Si on ne maîtrise pas la langue, ne serait-ce que pour accéder à votre texte. Sauf que les fondamentaux, dans certains quartiers parisiens, les élèves, ils les ont, et dans d'autres quartiers en banlieue parisienne, ils les ont pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est des contingences auxquelles on ne peut pas échapper. Et donc, ce spectacle pose toutes ces questions-là, en tout cas. Il y a effectivement une forme d'engagement, de cri d'alerte assez politique à travers ce spectacle. Spectacle très politique, effectivement. Alors, de vos références, je ne sais pas si je l'ai suffisamment dit, mais il y a tout le mouvement de l'éducation nouvelle. À un moment, vous projetez des citations. Alors, ils y sont tous. Il y a Montessori, il y a Nesson Frère, il y a Célestin Freinet, vous citez Mérieux. Mais vous citez aussi Rabelais. La bonne éducation, c'est un autre horizon possible finalement de renouer le gai savoir, le savoir pour le savoir. Ça c'est tiré directement de notre expérience, de notre investigation, comme vous l'avez rappelé, le laboratoire intergénérationnel des bâtisseurs et rêveurs d'école, donc libre, où effectivement il y a un prof de français, un prof hyper engagé qui voulait absolument travailler avec des premières technos sur Rabelais. Et ça marche très bien. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que ils n'avaient pas forcément envie de travailler là-dessus et ils avaient plutôt envie de faire des cris d'animaux ou de faire des impros ou de faire carrément autre chose. Mais au final, c'est une classe avec laquelle on a échangé énormément et avec qui, à un moment, on s'est dit ok, on n'y arrive pas. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Comme vous l'avez dit, mon personnage, entre guillemets, parce qu'on est dans l'autofiction, à un moment, il n'y arrive plus. Il craque. Il craque. Il arrive plus à retourner en classe. Et c'est pas rigolo ce qu'il raconte. C'est difficile, mais comme il y a ça vous est arrivé en vrai? Non, mais parce qu'on est dans l'autofiction, mais par moment, on n'a plus envie d'y aller aussi. Mais comme plein de profs, on n'a plus envie d'y aller. Parce que c'est compliqué. Néanmoins, on continue, comme vous l'avez dit. Néanmoins, on persiste et on a envie d'aller au bout. Et avec cette classe, on a été au bout. Tellement au bout qu'à un moment, on a dit, vous savez quoi, on n'arrive plus à rien faire. Donc, on va se poser et on va se parler. Et ça, c'est un podcast qu'on a fait, que vous pouvez voir, écouter plutôt, sur le site de la compagnie Esvray. Et c'est un podcast où on se parle. Et les gosses, ils nous ont parlé du 49.3. Ils nous ont parlé de l'impossibilité pour eux d'aller ailleurs et notamment d'aller au Louvre. C'est pour ça qu'on
on a mis aussi ces extraits audio dans le spectacle. Compagnie S-Vrai, alors le S est entre parenthèses. Entre parenthèses, voilà. Ouais. Donc, je le dis si vous le cherchez sur votre moteur de recherche préféré. Le spectacle qui se termine dans une école en feu, prof et élèves sous une couverture de survie. Et pourtant, en même temps, il y a des gens qui essayent de rentrer des discours un peu déclinistes dans le spectacle, en disant tout va mal parce que... Non, tout va mal, mais pour d'autres raisons, selon vous. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus tomber dans le déclinisme. Non, et tout va pas mal. Tout va pas mal, parce qu'en fait... effectivement, on a des profs qui sont engagés, on a des gosses qui ont envie de vivre et de rentrer dans cette société. Ce qui est complexe, ce qui va mal, c'est le budget de la culture, c'est le budget de l'éducation. Ce qui va mal, c'est ça, c'est une idéologie qui, c'est-à-dire que pour moi, quand j'avais l'âge de ces gosses, j'ai trouvé le théâtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on va encore avoir les moyens d'amener le théâtre dans ces classes? C'est la grande question. Bon, et est-ce qu'on a envie? Est-ce que voilà? C'est ce que vous essayez de faire quand même. Complètement. Nous, on continue à le faire, mais est-ce qu'on aura encore les moyens? Ça, la question reste posée. Yann a dit à un moment dans le spectacle, j'ai adoré apprendre, j'ai détesté l'école. C'est un peu la morale de l'histoire, hein, ou une morale possible de l'histoire? Ça, il me semble que c'est pas mal de très bons élèves qui sont dans cette problématique. Oh, il y en a qui aiment l'école tout court. Hein. Oui, il y en a qui aiment l'école aussi. Moi, j'étais un mauvais élève, donc j'aimais pas l'école. Voilà, c'était réglé. J'aimais le théâtre, j'aimais la musique, j'aimais le cinéma, j'aimais ce qu'on pouvait m'amener et comment on pouvait me faire grandir autrement, quoi. Alors, ce qu'on ne dit pas, mais parce qu'ici on est sur School TV, on s'intéresse vraiment à la dimension scolaire des choses, mais il faut quand même que ce soit posé, c'est que votre spectacle interroge aussi la forme théâtrale elle-même. Oui. Il y a énormément de choses où on voit, c'est très contemporain d'ailleurs, mais où on voit la mise en scène se faire en direct. Le quatrième mur, le fameux de Brecht, là, qui sépare le spectateur de la scène, vous n'arrêtez pas de le On est dans la fabrication du spectacle. Vous êtes dans la fabrication, on voit la fabrication du spectacle en direct. Ça, c'est l'écriture même de la compagnie. Voilà, c'est moins notre sujet ici, mais il faut le dire parce que ça fait vraiment partie de l'âme et de la texture extraordinaire de ce spectacle. Mais parce qu'on est en recherche, en fait, comme à l'école. C'est ça. Comme à l'école, on voit la recherche, on voit tout, on voit les coulisses, on voit comment ça se construit. C'est assez génial de ce point de vue-là. Que vous en ont dit, puisque le spectacle a beaucoup tourné, les enseignants, les enseignantes, les parents, les élèves qui l'ont vu? Est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont surpris, déçus, fait plaisir? Parce qu'il a quand même beaucoup tourné ce spectacle. On a joué effectivement au Théâtre des Quartiers d'Ivry, assez récemment. On a joué juste avant au Théâtre de Villejuif et pas mal en province aussi. On a joué à Nantes, au lieu unique notamment, et pas mal dans toute la banlieue parisienne essentiellement. Et la saison prochaine, on espère bien continuer. On a déjà... On vous le dira, mais guettez sur les réseaux sociaux, mais on vous tiendra au courant. La réaction des profs et des élèves est assez bouleversante, parce que en fait, on a eu une critique, notamment d'une élève de 3e, qui nous disait mais heureusement, enfin un spectacle où on parle de nous, où on parle des élèves, quoi, où on parle de l'école et où on parle de ce qu'on vit au quotidien, dans cet endroit où on passe l'intégralité de notre temps, enfin l'essentiel de notre temps quand même. Et les profs aussi sont bouleversés parce qu'ils ont besoin. On sert à ça aussi. À débattre, à échanger et à donner à voir ce que vivent toute une partie de la population qui œuvre pour qu'on continue à vivre ensemble, simplement. C'est ça l'école, c'est apprendre à vivre ensemble et à être ensemble. C'est déjà énorme si on arrive à faire ça. Notre école, tragicomédie, conception, dramaturgie, mise en scène, vous-même et Yana Klein, écriture Yana Klein. Je cite le nom, je ne vais pas citer tout, mais quand même les comédiens avec vous. Il y a Baptiste Fèvre, Pierre Fruchard qui est aussi en régie, je pense, ou qui fait la musique. Il y a Wilfried Roche, et Ad Arb qui raconte aussi à un moment donné son parcours à elle, d'apprentie comédienne franco-libanaise dans une école de théâtre nationale et de quelques humiliations quand elle joue Antigone. Je ne peux vraiment pas citer tout le monde. Je dis, allez, c'est cadeau, enfin c'est perso. Voilà, Margot Foléa qui a fait la scénographie, parce que j'ai vraiment trouvé extraordinaire, mais tout le spectacle est très bien. Et je dois dire, il n'y a pas, vous l'aurez compris, c'est un spectacle qui est très construit. D'une certaine manière, il est hyper artificiel, au sens où on voit toutes les ficelles, c'est du théâtre dans le théâtre, mais il y a énormément de vérité et énormément d'authenticité sur ce qu'est l'école, par cette forme qui est extrêmement détournée. C'est assez remarquable. Je me permets, bravo, quand j'ai aimé, je le dis, je suis comme ça. Merci beaucoup. Voilà. On va maintenant passer au conseil de famille, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candy Sanzel, sujet des troubles des comportements alimentaires. Et merci à Franck. Merci. Candy Sanzel, bonjour. Bonjour. On se retrouve comme chaque semaine pour le conseil de famille. On a parlé la semaine dernière avec vous. Vous nous avez parlé des différents troubles du comportement alimentaire chez les ados. Cette semaine, on va essayer de comprendre les causes et surtout de détecter les signes qui peuvent alerter les parents et comment prendre en charge ces TCA, ces troubles du comportement alimentaire. Oui, parce que lorsqu'un adolescent développe un trouble du comportement alimentaire, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être en cause. Donc, selon la Fédération française anorexie-boulimie, ces troubles sont souvent multifactoriels, donc mêlant des facteurs biologiques, psychologiques,
psychologique et socioculturel. Biologique, génétique, on a dit par moment. Oui, parce que des gros débat là-dessus. En fait, il peut y avoir des anomalies, par exemple des neurotransmetteurs, qui peuvent favoriser en fait l'apparition des TCA. Donc un jeune qui a souffert de surpoids, par exemple pendant l'enfance, d'une puberté précoce ou des antécédents familiaux, eh bien, il est plus à risque qu'un autre. Les facteurs psychologiques. Alors, à l'adolescence, évidemment, l'estime de soi est fragile. Certains jeunes éprouvent un besoin de contrôle sur leur corps et leur alimentation. Donc, dans certains cas, eh bien, un TCA peut aussi être une réaction à un traumatisme, donc un abus sexuel, par exemple, un harcèlement ou même des maltraitances. La gestion des émotions, donc, elle joue un rôle important. Évidemment, dans un environnement familial où les émotions sont peu exprimées, eh bien, un ado, en fait, peut justement chercher refuge dans la nourriture ou au contraire dans la privation. Donc on dit souvent à manger ses émotions, par exemple. Certains jeunes assument aussi un rôle d'adulte trop tôt au sein de leur famille. On parle alors de parentification, ce qui peut favoriser justement un trouble alimentaire. Et puis vous l'avez dit, mais je veux bien qu'on y revienne une seconde, les transformations liées à la puberté. Oui, parce que c'est vrai que ces changements corporels pendant l'adolescence, eh ben, ils peuvent être difficiles à accepter. Il y a certains jeunes en fait, qui tentent vraiment de contrôler leur corps en restreignant leur alimentation, cherchant ainsi à ralentir en fait, leur passage à l'âge adulte. Autre facteur encore, les réseaux sociaux, l'influence socioculturelle, les apparences, ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est sûr que dans notre société où le culte de l'image est omniprésent, et les adolescents sont tout le temps en fait exposés à des standards de beauté souvent inatteignables ou standardisés, et notamment via les réseaux sociaux, les séries, les magazines, et c'est cette pression en fait qui peut les amener à développer une obsession pour leur apparence et leur poids. Alors on va donner des signaux, des indices pour repérer des ados qui ont des TCA, tout en précisant que voilà, tout ça est compliqué. On vous en donne 4, oui. Mais ça ne résume pas tout. Donc d'abord, perturbation de l'alimentation. Oui, alors ça c'est en général ce qu'on voit en premier. C'est-à-dire qu'un ado qui évite les repas en famille, contrôle excessivement ce qu'il mange ou se précipite directement aux toilettes juste après le repas, ça peut quand même nous mettre en alerte. Ensuite, il peut y avoir aussi l'apparition de ce qu'on appelle les fear foods, c'est-à-dire que c'est la peur, ouais. Exactement, une peur irrationnelle de certains aliments. On trouvait ça aussi déjà chez les petits qui mangent par exemple que du blanc, que certains aliments et pas d'autres. D'alerte. Et c'est un vrai signal d'alerte, ouais. Les variations de poids soudaines. Tout à fait, donc que ce soit une prise ou une perte de poids, ça peut être un indicateur important, même si certains jeunes en fait arrivent vraiment très bien à dissimuler et à maintenir un poids stable malgré leur TCA. On parlait de l'attention aux apparences quand ça devient une obsession. Alors, c'est sûr que si votre ado se préoccupe en permanence de son poids, se regarde souvent dans le miroir, demande régulièrement s'il a grossi, il peut développer ce qu'on appelle, ce dont on parlait l'autre fois, la dysmorphobie. Donc, c'est la perception vraiment altérée de son corps, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas tel qu'il est. Et il peut aussi cacher son corps ou certaines parties de son corps derrière des vêtements amples pour ne pas en fait qu'on puisse détecter ce TCA. Voilà, ça c'est quand même des choses, la dysmorphophobie, etc., qu'on voit un petit peu. En revanche, changement d'humeur et isolement, ça c'est plus compliqué, puis ça peut renvoyer à plein de choses. Exactement, donc c'est vrai que les TCA sont souvent liés à des troubles anxieux ou dépressifs. Un ado qui s'isole, qui évite les sorties ou semble triste, peut cacher effectivement une détresse profonde. Donc il y a beaucoup d'adolescents qui dissimulent leurs troubles et font tout pour ne pas éveiller les soupçons. Donc c'est vraiment essentiel de rester attentif aux petits signes et d'ouvrir le dialogue. Pour terminer, si je suspecte un TCA chez mon enfant. Alors, surtout, la première chose, c'est ne pas minimiser la situation. Ce n'est pas un simple caprice, mais c'est une vraie souffrance psychologique qui nécessite un accompagnement spécialisé. Donc, ne pas se culpabiliser, ne pas culpabiliser son ado. On va éviter les phrases comme « Allez, mange un peu pour me faire plaisir » ou « Mais t'es déjà super mince, franchement, pourquoi tu te prends la tête comme ça? Arrête de t'inquiéter. » Le but ici, c'est de comprendre ce que votre ado ressent sans le juger ou sans donner votre avis. Parce qu'en réalité, votre avis ne correspond absolument pas à l'image que lui, il a de lui. Et ça risque d'être contre-productif. Donc, consultez, exactement. Et puis ça, c'est le grand conseil que vous donnez toujours. Évidemment, consultez un professionnel, médecin, psychologue, thérapeute, nutritionniste spécialisé. C'est des personnes qui sont vraiment formées pour prendre en charge ces troubles. Et plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de rétablissement, évidemment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Candice, je vous voyais écouter attentivement Stéphane. C'est passionnant, bien sûr. Et ça renvoie à plein de choses que vous avez vues, les ados dans les collèges. Ouais, avec des gros malaises, effectivement. Mais j'en vois votre fille, elle va bien, au fait. Elle va super bien, Parce qu'on se demande quand on voit le spectacle. Non, elle va super bien. Elle était heureuse à l'école? Ça a été compliqué au collège, mais là, maintenant, elle est au lycée et tout se passe super bien. C'est génial. Candice? Oui, non, je disais, moi je vois de plus en plus de jeunes filles, surtout en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais avec scarification, TCA, refus anxieux scolaire, et les trois ensemble, et
Et c'est ce que notent tous les professionnels de pédopsie notamment. Ouais. Et moi aussi, et souvent... Christophe Ferveur et d'autres. Et j'ai remarqué que c'était souvent post-Covid. Oui, j'allais en parler. Le Covid a énormément de dégâts. Allez, clairement. On fera une émission sur le sujet, mais vous avez tout à fait raison. Et ça commence d'ailleurs à être documenté, à apparaître dans les statistiques sur cette montée des troubles anxieux. Merci beaucoup, en tout cas, Candice. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous renvoie au site internet, au bouquin qui a été publié sur notre école, une tragicomédie. Ah, j'ai failli dire une tragédie. Merci beaucoup également à toute l'équipe de l'émission. Marine Plantec et Dylan Coller, qui était à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Ulysse Touré. Et au maquillage, c'était Laure Audemont. Vous restez sur Scoot TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.